Bonjour à toutes et tous, désolée de ne pas être avec vous en présence aujourd'hui et ravie de pouvoir partager avec vous une note du Crisis Lab sur l'engagement en France face aux risques et aux crises. Quand on parle d'engagement, on parle de différents types de profils et de personnes. On parle par exemple des sapeurs-pompiers volontaires. Un ordre de grandeur pour que vous vous rendiez compte, les sapeurs-pompiers volontaires en France, en 2022, c'est 198 800 sapeurs-pompiers volontaires. On parle aussi de réserves, donc en France il y a ce qu'on appelle les réserves militaires, à peu près 73 624 réservistes opérationnels dans les armées, la gendarmerie, et il faut savoir que parmi eux, 53% sont dits ab initio, ça veut dire qu'ils n'ont pas été militaires avant, mais que, étudiants, jeunes professionnels, ils se sont inscrits dans ces réserves. Et il y a également ce qu'on appelle les réservistes citoyens, 6500 environ. On parle aussi d'engagement quand on parle de gens qui sont bénévoles à la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge en France dit à peu près compter sur 70 000 bénévoles actuellement. Après ces ordres de grandeur, je voudrais vous parler de pourquoi et comment on s'engage. Quand on lit la presse aujourd'hui en France, on nous dit qu'il y a une sorte de crise de l'engagement. Alors ça veut dire quoi la crise de l'engagement? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'engagent sur le temps long, c'est ce que dit la presse. C'est des engagements de courte durée quand il y a une catastrophe, par exemple en plein Covid ou en pleine inondation sur un village. Par contre, on n'a pas comme avant des gens qui sont toute leur vie bénévoles Croix-Rouge. En tout cas, de moins en moins. Qu'est-ce que peut nous apporter la sociologie dans cette analyse des comportements d'engagement? Il y a plusieurs écoles qui expliquent ces comportements. Il y a ce qu'on appelle le modèle du conflit, qui date de 1975, d'un chercheur qui s'appelle Gabois. Et Gabois nous explique que quand on s'engage, on met en conflit différents niveaux de sa vie comme individu. Par exemple, un conflit entre son engagement associatif et son engagement professionnel. Il nous dit donc que quand on a besoin de plus d'argent, parce que c'est la crise, parce que c'est l'inflation, on va réduire ses engagements bénévoles pour augmenter son engagement professionnel. D'autres disent que non, ce modèle-là ne fonctionne pas. C'est par exemple l'exemple de Ver, Greenhouse et Linheim en 2010. Ils parlent d'un modèle dit de l'enrichissement. Ils disent qu'en fait, le volontaire, il va s'enrichir à titre individuel et enrichir sa vie de sa famille, mais aussi la vie de son employeur. Et donc vous voyez que c'est une façon d'analyser des engagements individuels des gens en regardant finalement les causes intrinsèques de l'individu pour s'engager ou pas, et surtout qui explique si on se désengage ou pas. Mais vous voyez que ça, c'est des modèles très individuels, et aujourd'hui la sociologie met en lumière que l'engagement, ce n'est pas que des choix individuels et des équilibres individuels. Quand on s'engage, c'est aussi avoir une reconnaissance d'un capital symbolique. Par exemple, Bourdieu nous explique qu'on peut avoir des médailles, des citations, un uniforme, il y a des reconnaissances symboliques qui font que, socialement, on a une autre place dans la société si on s'engage. D'autres facteurs sociaux nous sont expliqués par la culture nationale du pays. Un chercheur comme Putman nous dit que certains pays ont une culture de l'engagement volontaire différente. Ou on peut aussi avoir différents engagements culturels parce que dans certains pays, il y a une culture du service public, une culture de la communauté. Et ça fait sens d'être engagé sur son territoire. Donc une des premières choses qu'on peut retenir de toute cette littérature au global sur l'engagement, c'est qu'il faut bien distinguer deux champs dans la littérature, un champ qui est sur la motivation individuelle, et un champ qui dit « Ah non, les principes uniquement individuels ou les facteurs uniquement individuels ne suffisent pas. Il faut prendre en compte qu'il y a ainsi un bénéfice social, une culture sociale, un construit social qui est favorable ou défavorable à l'engagement. » Alors intéressant maintenant si on zoome sur la littérature sur les sapeurs-pompiers volontaires, quelqu'un comme Thomson et Bonneau, dès 1993, nous explique que l'engagement des pompiers volontaires est aussi un moment pour respirer pour des gens qui se sentent aliénés à leur travail. Ils se sentent en souffrance à leur travail, ils se créent un îlot distinct où leurs actions sont vraiment tangibles et reconnues. On peut aussi citer les travaux de Chevreuil qui va dire que quand on a des conditions clés d'un volontariat réussi, eh bien on a plus de volontaires. Et ça inclut par exemple des communications claires du volume d'activité souhaité pour les bénévoles qui s'engagent. L'importance aussi d'avoir des moments avec les familles, un Noël des familles pour tous les bénévoles, tous les engagés. Enfin, beaucoup de chercheurs montrent la question du territoire et de ce qu'on appelle l'autochtonie, c'est-à-dire je vais m'impliquer sur mon temps long parce que je suis en lien avec mon territoire, ma ville, et que je m'engage pour lutter contre les risques, mais également
pour contribuer à mon territoire. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de se dire, une fois qu'on a ces différents champs de la littérature, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en France pour les plus jeunes, les actifs et les plus âgés? Je prends ces 3 temps parce que ce sont 3 temps sociaux différents. Quand vous êtes étudiant, quand vous êtes actif, quand vous êtes retraité, vous n'avez pas le même positionnement social et vous n'avez pas non plus le même cycle de vie à titre individuel. Alors je commence par zoomer sur les plus jeunes et je trouve très intéressant de voir comment Claire Toury a travaillé sur l'engagement. Elle explique qu'il y a différents modèles archétypaux de l'engagement des plus jeunes. Il y a l'engagement pansement. L'engagement pansement, ça veut dire que vous avez eu un trauma. Par exemple, vous avez vu les attentats de Nice. Et suite à ça, vous vous engagez. Il y a l'engagement à vocation professionnalisante. Vous avez besoin de rentrer sur le marché du travail. Vous savez qu'être bénévole, être pompier volontaire, c'est une ligne qui va convaincre d'autres employeurs sur votre territoire. Il y a l'engagement de cause. Vous voulez vous battre pour l'écologie. Vous êtes vraiment inquiet du changement climatique. Vous voulez défendre des causes. Vous allez, lors des inondations, vous engager pour aussi relayer votre idée que oui, il faut faire quelque chose, sinon le climat va continuer d'empirer. Il y a des engagements de charité chrétienne, c'est vraiment une dimension morale, les gens veulent se sentir utiles, mais pour presque un engagement aussi spirituel vis-à-vis de leur vie et de leur existence. Il y a des engagements identitaires, parce que vous voulez être avec des amis. Il y a des engagements sacrificiels, l'avenir pour vous dépend de votre engagement. Et puis il y a des engagements pragmatiques, faire sa part, très concrètement. Voilà, donc vous voyez que chez les jeunes, il peut y avoir pas une façon de s'engager, mais plein. Et aujourd'hui, ils ne témoignent pas du tout des mêmes raisons de s'engager. À peu près, pour que vous sachiez, 10% des jeunes réalisent un service civique. Et aussi, très important, il y a une très très grande diversité dans les départements français, sûrement liée au taux de chômage, et aussi à l'offre d'accueil pour ces bénévoles. Donc on a 36% des jeunes guadeloupéens qui effectuent un service civique. C'est à peu près 9% en moyenne dans l'Hexagone. Vous voyez quand même, quant aux 36% des Guadeloupéens, 9% en Hexagone, on peut dire qu'il y a quand même un énorme écart que je voudrais souligner. Il y a aussi un écart entre l'Aisne, 18%, et la Haute-Savoie, 3%. Les profils de volontaires sont très différents, entre quelqu'un qui a un très fort niveau de diplôme ou quelqu'un qui a peu de diplôme, et ça va aussi varier en fonction de l'évolution du chômage. Alors, les jeunes, quelles solutions pour avoir plus d'engagement ? D'abord, offrir aux jeunes plus de flexibilité. Vous voyez qu'ils ne s'engagent pas pour les mêmes raisons et ils n'ont pas les mêmes dynamiques sur leur territoire. Ils sont très avides d'avoir une application pour choisir des moments de leur venue. Et c'est pour ça que, par exemple, les armées ont mis en place des applications pour les réservistes. Et puis aussi, vraiment s'adapter au territoire. On l'a vu dans cet exemple, on ne peut pas avoir une approche la même pour tous les départements français alors qu'il y a des écarts si conséquents. Les actifs. Et là aussi, chez les actifs, les travaux montrent qu'il y a des écarts dans les formes d'engagement. Il y a les travaux de Stéphane Chevrier, Jean-Yves d'Artiguenave au sein des pompiers, mais aussi il y a les travaux du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sur les Français qui s'engagent comme réservistes. C'est intéressant parce que dans ce rapport, on trouve des personas de l'engagement. Il y a l'engagé forcené. L'engagé forcené, c'est quelqu'un qui, coûte que coûte, continue de travailler, mais passe toutes ses vacances, tous ses week-ends, comme réserviste. Il utilise tout son temps libre, ses vacances, au service. Il y a l'engagé fantôme. L'engagé fantôme, il est inscrit, mais il est peu impliqué. Il vient jamais. Il est dans l'application, mais quand il est vraiment pointé à la fin de l'année, le nombre de jours qu'il a effectué, on l'a pratiquement pas vu. Et puis il y a l'engagé clandestin. Un rôle que je voudrais souligner ici, c'est un engagé qui cache à son employeur qu'il est réserviste. Donc il va télétravailler le jour de ses engagements auprès, par exemple, des armées. Pourquoi? Il a peur d'être pénalisé dans sa carrière. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? On peut apprendre que pour les entreprises, il est important d'être aussi impliqué dans l'engagement des actifs. Il y a ainsi des programmes lancés par le MEDEF et des conventions signées entre le MEDEF et les SDIS pour permettre une plus grande reconnaissance des employés qui s'engagent par leurs entreprises. Vous avez aussi des entreprises qui ont des programmes comme Engagés pour secourir, qui dédient un certain nombre de leurs salariés d'un certain nombre de jours pour qu'ils servent au service de leur territoire en cas de catastrophe. Donc important ici de mieux reconnaître l'engagement comme quelque chose qui est favorable à la carrière, et donc ne pas nuire à la progression de carrière quand on s'engage. Deuxième chose, essayer l'activité en amont, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les adultes qui avaient pu tester en parallèle de leur travail d'être réservistes se rendaient mieux compte de
si ça leur plaisait et ce que ça leur apportait. Et enfin, améliorer l'environnement légal du volontariat, parce que certains volontaires, pompiers volontaires ou autres, ont peur en cas de problème d'avoir des poursuites judiciaires, poursuites qui se sont renforcées ces derniers temps. Et rapidement, qu'en est-il des retraités? Eh bien, les personnes les plus âgées, ceux qui ont plus de 65 ans, s'engagent, sont souvent des CSP+, mais parfois ils sont déçus et fatigués, surtout quand ils doivent aider des proches malades ou être en soutien pour leurs enfants qui ont des petits-enfants. Parfois c'est difficile aussi pour les managers des structures d'accueil, parce qu'ils peuvent être plus jeunes et devoir encadrer des retraités plus âgés, et ils ont peur que le retraité soit un peu flexible, récalcitrant. Enfin, il y a la question des personnes qui sont en retraite anticipée, c'est-à-dire qui ont un moment dû partir plus tôt que prévu. Et là, c'est très intéressant parce que les entreprises y voient des solutions pour mieux gérer les transitions entre une vie active et une vie à la retraite, sans qu'il y ait un effondrement du rôle social de la personne et donc parfois des problèmes de santé physique et psychique. Voilà, donc mieux préparer les transitions, lutter contre les stéréotypes sociaux à l'âge, et puis être sûr que quand il y a des besoins au niveau des aidants, qu'on aide les aidants pour qu'ils puissent continuer d'être engagés pour la société. En conclusion, l'engagement, c'est un enjeu d'avenir. Très important de prendre en compte l'intergénérationnel, comment les plus jeunes, les actifs et les plus vieux peuvent mieux travailler ensemble au service de la lutte contre les risques. Très important, je le redis, de s'adapter au territoire. Il n'y aura pas une solution égale pour tous les territoires de France et d'outre-mer. Et enfin, dernière question, la question de la cannibalisation entre les formes d'engagement. Est-ce que si je suis, je sais pas, ma Croix-Rouge, je suis moins pompier, si je suis pompier, je suis moins réserviste militaire, etc. Eh bien, on n'a pas encore assez de données scientifiques pour pouvoir vraiment mesurer s'il y a ou pas cannibalisation entre ces formes d'engagement. Voilà, et bien plus si vous êtes intéressé dans le papier qui est disponible pour la lecture, et merci encore pour votre attention.